Tu crois que l'Afrique est libre? Regardez ça. Bonjour. Ce que je vais dire ici n'est pas une opinion, ce n'est pas une analyse parmi d'autres. C'est une vérité étouffée. Et si vous êtes encore là dans 30 secondes, alors vous faites partie de ceux qui doivent entendre ce que tant d'autres refusent de dire. L'Afrique francophone ne perd pas à cause du destin. Elle ne perd pas à cause des autres. Et elle ne perd pas parce qu'elle serait incapable. Elle perd parce qu'elle est tenue solidement, silencieusement, par des chaînes invisibles. Elles ne claquent pas, elles ne font pas de bruit, mais elles étranglent. Chaque jour, chaque génération, elles sont dans nos écoles, nos parlements, nos prières, nos téléphones et parfois même dans nos rêves. On nous a appris à parler comme eux, à penser comme eux, à prier comme eux, à consommer leurs désirs et à mépriser nos propres sources. Et pendant que nous regardions ailleurs, quelqu'un a mis un masque sur notre continent. Un masque beau, mais mensonger. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces chaînes invisibles. 10 au total. Et d'une 11e est beaucoup plus dangereuse, car elle arrive sans soldats par les écrans. Ce que vous allez entendre ici, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Ici, ce n'est pas du divertissement. C'est un miroir qu'on ne nous tend jamais. Bienvenue sur Afrique sans masque. Si vous êtes prêts à voir, alors parlons vrai. 1. La langue piégée. C'est ça la première chaîne invisible, la langue. Quand tu veux dominer un peuple, tu n'as pas besoin de le battre par les mains. Tu lui retires sa langue et il finit par perdre sa mémoire. La langue, ce n'est pas un simple outil. C'est un logiciel mental, une manière d'organiser le monde, de ressentir, de juger, de rêver. Quand tu penses en français, tu penses avec des mots qui ne sont pas nés chez toi. Tu expliques ta vie avec des concepts importés. Tu exprimes ta douleur avec une grammaire étrangère. Tu espères selon les règles de quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, ta vraie langue s'éteint, doucement, sans bruit, ainsi de suite. À Kinshasa, une fille de 8 ans a été punie pour avoir parlé lingala dans la cour de l'école. Punie pour avoir parlé sa propre langue. Et vous voulez me dire que nous sommes libres? Dans nos écoles, parler local, c'est mal poli. Dans nos bureaux, c'est non professionnel. Dans nos médias, c'est pas international. Alors, on s'aligne. On corrige nos enfants quand ils parlent comme nos grands-parents. On célèbre ceux qui parlent sans accent. Mais on méprise ceux qui pensent avec le cœur. Pendant ce temps, nos écrivains doivent séduire des maisons d'édition à Paris. Nos films attendent l'approbation du jury des Cannes. Nos jeunes croient qu'un bon accent vaut plus qu'une bonne idée. Croyez-moi. Et voilà comment notre pensée devient leur propriété intellectuelle et notre bouche devient leur porte-voix.
Mais la langue n'est pas une honte. Elle est un repère, une racine, une arme. La langue est un outil. Mais quand elle devient une cage, alors il faut forcer la serrure. Toi qui m'écoutes maintenant, quelle est ta langue maternelle? Et surtout, est-elle encore vivante en toi? Ou bien l'as-tu oubliée sans même t'en rendre compte? Ici, on ne parle pas pour faire joli. On parle pour retrouver ce qui a été perdu. 2. Les ressources contrôlées. Ça sera ça la deuxième chaîne invisible, les ressources. Comme vous le savez, l'Afrique francophone est l'un des endroits les plus riches du monde, mais aussi l'un des plus pauvres. Le sol est à nous, le sang est le nôtre, mais la richesse ne nous appartient pas. Dans nos sous-sols, il y a de l'or, du cobalt, du pétrole, du diamant, de l'uranium, mais dans nos écoles, il n'y a même pas de bancs. Dans nos hôpitaux, il n'y a pas d'électricité. Et dans nos assiettes, oh, souvent rien. Pourquoi? Parce que les contrats sont signés ailleurs, parce que les usines sont ailleurs, parce que les profits s'envolent toujours vers les mêmes directions. Au Congo, 70% des cobalt mondial est extrait. Mais ce cobalt ne fabrique aucune batterie congolaise. Il alimente le monde entier, sauf nous. Au Niger, l'uranium alimente les centrales nucléaires françaises. Mais le peuple nigérien, lui, vit dans le noir. Au Burkina Faso, on extrait de l'or, beaucoup d'or. Mais le pays ne possède même pas une raffinerie. Vous appelez ça des nations souveraines? Moi, j'appelle ça une mise sous tutelle. On nous laisse creuser, on nous laisse transporter, on nous laisse mourir dans les mines, mais on ne nous laisse jamais décider du prix. Et chaque année, on nous dit que le pays va se redresser. Mais l'argent du sol finit toujours dans les poches d'en haut. Et les miettes, c'est pour le peuple. Tu vis au-dessus d'un trésor, mais tu n'as pas la clé. Tu marches sur un fleuve, mais tu bois de l'eau sale. Et pendant ce temps, ceux qui contrôlent nos ressources contrôlent aussi nos lois, nos gouvernants et parfois même nos rêves. Une nation qui ne contrôle pas ses ressources n'est pas libre. Elle est tolérée, exploitable, jetable. Et toi, dans ton pays, qui signe les contrats miniers, qui contrôle les ports, les champs pétroliers, les forêts, et surtout, où va vraiment l'argent? Ici, on ne parle pas pour accuser, on parle pour réveiller. Troisième partie, si vous me permettez, laissez-moi parler un peu des institutions humiliées. Et c'est ça la troisième chaîne. Chaîne invisible, nos institutions. Nous avons des institutions et des constitutions. Nous avons des parlements, nous avons des ministères, des cours suprêmes, des tribunaux, des oppositions. Tout y est sur le papier. Mais, dans les faits, ce n'est plus qu'un théâtre, un décor, une mise en scène. Nos lois ne protègent pas, elles couvrent. Nos parlements ne représentent pas, ils valident.
Nos ministères n'agissent pas, ils obéissent. Nos oppositions ne s'opposent pas, elles négocient. Et nos cours suprêmes deviennent les dernières chambres d'enregistrement d'un pouvoir déjà verrouillé. Le peuple, lui, n'a plus confiance, plus d'espoir et parfois même plus des mots. Un ministre africain a dit à micro ouvert, on ne lit pas les textes, on signe, ça vient de la coopération. Voilà. Ils ne lisent pas, ils ne questionnent pas, ils signent. On nous a appris à vénérer les institutions, mais on a oublié de nous dire une institution qui ne rend pas justice n'est qu'un bâtiment. Combien de lois ont été votées sans qu'on en comprenne la langue? Combien de budgets ont été adoptés sans qu'on sache qui en profite? Combien de procès ont été jugés alors que le verdict était déjà écrit d'avance? On nous montre des élections, mais pas des coulisses. On nous parle de la démocratie, ou encore de démocratie, mais à la première crise, tout s'effondre. Les institutions ne tiennent plus. Elles tremblent, elles s'écroulent, elles obéissent à l'argent ou à la peur. Et tant que nos peuples ne croient plus en leurs institutions, ils deviennent esclaves des décisions venues d'ailleurs. Et toi, as-tu confiance dans ton Parlement? Ou bien dans ta justice? Ou bien as-tu compris que tout était déjà joué? Ici, on ne parle pas pour insulter, on parle pour reconstruire. 4. La culture inversée, c'est ce que j'appellerais la quatrième chaîne invisible. Notre culture renversée. Autrefois, la culture était un bouclier, une boussole, un ancrage. Aujourd'hui, c'est devenu un produit à vendre, à adapter, à travestir. Autrefois, les proverbes guidaient nos choix. Aujourd'hui, ce sont des tendances TikTok. Ce qui était respecté est moqué. Ce qui était sacré est ridiculisé. Ce qui était nôtre est devenu has-been, passé. Dans nos écoles, on parle de l'Europe comme d'un modèle, mais on oublie d'enseigner nos héros, nos penseurs, nos révolutions, nos douleurs. Nos jeunes peuvent citer des séries Netflix, mais ignorent l'histoire de leur propre pays. Ils peuvent réciter les paroles des rappeurs étrangers, mais ils n'ont jamais appris un proverbe de leur région. À Abidjan, un concours de danse TikTok dans un lycée a réuni 400 élèves. Le même jour, une conférence sur l'histoire du pays a attiré 3 personnes. Aujourd'hui, pour être moderne, il faut parler avec l'accent de l'extérieur. S'habiller comme dans les clips américains, se moquer de ses propres racines et mépriser ceux qui les défendent. Voilà comment on inverse une culture. Silencieusement, dangereusement. On félicite l'artiste provocateur, mais on ignore le penseur profond. On célèbre les comédiens qui font rire, mais on éteint les griots qui font réfléchir. Et pendant ce temps, nos masques, nos statues, nos savoirs sont exposés dans des musées étrangers, présentés comme des vestiges d'un monde disparu.
La culture est comme une boussole. Mais si tu la jettes, tu peux courir vite. Oui, mais tu tournes en rond. Et pendant que nous tournons en rond, d'autres peuples ramassent ce que nous avons abandonné. Et toi, mon cher frère, quelle est la dernière chose que tu as apprise de ta culture? Et qu'est-ce que tu comptes transmettre à ceux qui viennent après toi? Ici, on ne parle pas pour glorifier le passé. On parle pour protéger ce qui reste. Partie 5. La foi manipulée. Cinquième chaîne invisible, c'est notre foi manipulée. L'Afrique francophone est l'un des endroits les plus religieux du monde, mais c'est aussi l'un des plus injustes. Nous avons des églises dans chaque coin des rues, des mosquées pleines tous les vendredis, des jeûnes, des veillées, des prières, des prophéties. Mais malgré cette ferveur, les injustices prospèrent, les mensonges règnent et la pauvreté ne recule pas. Comment expliquer ce paradoxe? Comment croire que Dieu soit si présent et que la justice soit si absente? Parce qu'on nous a appris une foi sans transformation, une foi spectacle, une foi silencieuse face au mal. On prie pour avoir un visa, on jeûne pour obtenir un poste, on s'agenouille pour demander la pluie, mais on ne lève jamais la voix pour dénoncer la corruption. Et parfois, on défend même l'oppresseur au nom de Dieu. Des pasteurs bénissent les armes. Des imams interdisent de voter contre les puissants. Des prophètes vendent des promesses comme on vend du savon. Ils promettent la richesse en 7 jours, pendant qu'eux-mêmes roulent en 4x4 climatisés, protégés, intouchables, intouchés par la misère du peuple qui les écoute. Et pendant ce temps, le vrai message de la foi est enterré sous les discours, sous les slogans, sous les calculs. La foi, ce n'est pas fuir le monde, c'est l'éclairer, le transformer, le relever. La foi, ce n'est pas dire amen à tout, c'est dire non à l'injustice, non à l'hypocrisie, non à la manipulation. La foi, c'est comme une lampe, mais quand tu la pointes toujours vers le ciel et jamais sur les plaies de la terre, alors ce n'est plus une lumière, c'est un projecteur de théâtre. Et toi, ta foi, te pousse-t-elle à changer ce qui t'entoure ou t'apprend-elle seulement à supporter ce qui ne devrait plus durer? Ici, on ne parle pas contre Dieu, on parle contre ceux qui ont mis Dieu en cage. Parlons de la 6e partie. Et dans cette partie, je parlerai de l'élite déconnectée. C'est la 6e chaîne invisible, l'élite déconnectée. Elle gouverne, elle décide, elle signe, mais elle ne vit plus parmi nous. L'élite africaine francophone ne vit plus en Afrique. Ou alors, elle y vit sans y vivre vraiment. Elle envoie ses enfants étudier à Paris, à Montréal, à Dubaï, se soigne à Bruxelles ou à New Delhi, fait ses courses à Istanbul,
ses vacances à Abidjan, dans des hôtels hors de prix. Et pendant ce temps, le peuple attend une bourse, attend un médicament, attend un train qui n'arrive pas. Comment diriger un peuple quand on ne subit rien de ce qu'il vit? Comment signer des lois quand on n'en supporte jamais les conséquences? Comment réformer l'école quand tes propres enfants ne mettront jamais les pieds dans une école publique? L'élite ne prend plus les transports, ne mange plus le même pain, ne boit plus l'eau du même robinet, ne regarde plus les mêmes chaînes, ne parle plus la même langue. Elle vit dans un autre monde, protégée, isolée, intouchable. Et pourtant, c'est elle qui décide pour tous les autres. Mais un pilote peut-il diriger un avion s'il n'y a jamais mis les pieds? Peut-on soigner un malade sans jamais avoir pris son pouls? L'élite déconnectée n'est pas seulement un problème politique, c'est un scandale moral. Car un leader qui ne partage pas la souffrance de son peuple ne pourra jamais en comprendre l'urgence. Et toi, dans ton pays, les dirigeants sont-ils encore des citoyens? Ou sont-ils devenus des étrangers en uniforme national? Ici, on ne parle pas contre les élites, mais contre la fuite des responsabilités. Septième partie. La jeunesse est désorientée. C'est la septième chaîne invisible. La jeunesse désorientée. Elle est nombreuse, brillante, créative, résiliente, mais elle est perdue. Elle est perdue. Elle a grandi entre deux mondes, celui des traditions oubliées et celui des écrans omniprésents. Elle parle plusieurs langues, mais peine à se comprendre elle-même. Elle veut réussir, mais ignore ce que cela veut vraiment dire. Elle veut fuir, mais ne sait plus très bien ce qu'elle fuit. La jeunesse africaine francophone est une force immense, mais sans carte, sans boussole, sans horizon clair. Elle est bombardée d'images qui ne lui ressemblent pas, des modèles qui la méprisent, des contenus qui la formatent, des récits qui lui disent chaque jour « Tu n'es rien tant que tu n'es pas comme eux ». Elle veut entreprendre, mais manque de capital. Elle veut créer, mais on ne lui tend que des stages non payés. Elle veut parler, mais on lui dit d'attendre son tour. Alors elle crie, elle danse, elle s'exile. Ou pire encore, elle se résigne. Mais une jeunesse sans direction devient une bombe silencieuse, un trésor perdu, une énergie détournée. Et c'est ce que beaucoup de systèmes veulent. Des jeunes brillants mais inoffensifs. Des jeunes connectés mais dociles. Des jeunes agités mais désorganisés. C'est ce qu'ils veulent. Mais c'est ce que l'Afrique attend. Ce n'est pas une jeunesse des followers, les suiveurs. C'est une jeunesse des fondateurs. Et toi qui as moins de 40 ans, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie?
pour toi, pour les autres, pour ceux qui viendront après. Ici, on ne parle pas pour juger ta génération, non, pas du tout. On parle pour qu'elle se redresse. 8e partie. La conscience piratée. C'est la 8e chaîne invisible. Notre conscience est piratée. Elle ne fait pas de bruit, elle ne frappe pas, elle ne pille pas, mais elle programme. Elle est là, dans ta main, dans ta poche, sur ton bureau et dans ta tête. Ce n'est plus un colon avec une arme, c'est un algorithme avec un objectif. Te faire penser comme on veut que tu penses. Aujourd'hui, ce ne sont plus les livres qui forment les consciences, ce sont des écrans TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp. Chaque geste que tu fais, chaque mot que tu tapes, chaque vidéo que tu regardes est stocké, analysé, recyclé, pour te proposer la prochaine chose qui va t'empêcher de réfléchir. On ne te dit plus quoi penser, on te montre 1000 choses pour que tu n'ailles plus le temps de penser. Et au sommet de cette chaîne invisible, il y a l'intelligence artificielle. Une machine qui ne connaît pas ton histoire, mais qui corrige ta grammaire. Qui ne connaît pas ta culture, mais qui te dit comment écrire. Qui ne connaît pas ta langue, mais qui veut la traduire, la filtrer, l'optimiser, jusqu'à la rendre méconnaissable. L'intelligence artificielle est une invention puissante, mais quand elle est formée sur les récits des autres, avec des bases de données étrangères et des critères que nous n'avons jamais choisis, alors elle devient un colon sans uniforme. Elle ne frappe pas, elle classe, elle profile, elle recommande, elle te dit voici ce que tu devrais aimer, voici ce que tu devrais dire, voici ce que tu devrais devenir. Mais qui a donné à cette machine le droit de penser à notre place? Qui lui a donné le pouvoir de réécrire notre histoire avec les mots des autres? Un peuple qui laisse ses récits aux algorithmes sera bientôt remplacé par des copies de lui-même, des copies sans âme. Aujourd'hui, nous sommes déconnectés. Aujourd'hui encore, nous sommes connectés, mais plus divisés que jamais. Nous avons accès à tout. Nous nous comprenons de moins en moins ce qui nous arrive. Et toi, quand tu ouvres ton téléphone, est-ce toi qui choisis ou est-ce qu'on a déjà choisi pour toi? Ici, on ne parle pas contre la technologie. On parle contre l'effacement des esprits. 9e partie. L'opposition complice. Ça, c'est la 9e chaîne invisible. L'opposition complice. On nous a dit, vous avez de la démocratie, vous avez le choix, mais très souvent, le choix n'est qu'un mirage. Tu regardes le pouvoir et tu espères une alternative. Mais quand tu regardes de plus près l'opposition, tu te rends compte qu'elle dort dans le même lit. Beaucoup d'oppositions africaines ne sont plus des résistances, ce sont des rôles, des décorations, des accessoires, des vitrines.
Le matin, elle crie à la trahison. Le soir, elle signe un accord. Le jour, elles appellent au boycott. La nuit, elles négocient des postes. Le lendemain, elles montent dans la Jeep noire. Chauffeur d'État, garde du corps, salaire garanti. Ce n'est plus une opposition, c'est une répétition. Des partis rebelles qui vivent grâce aux subventions du pouvoir. Des leaders qui dénoncent uniquement quand ils sont exclus et qui se taisent quand ils obtiennent une chaise. Et pendant ce temps, le peuple attend, crie, vote parfois, mais toujours trahi. Certains de nos opposants sont devenus des diplomates de façade. Ils ne veulent pas le changement. Ils veulent leur tour. Et ces jeux-là, le pouvoir les connaît très bien. Il suffit de patienter, de flatter ou de menacer un peu et la résistance devient une nomination. La vérité, c'est qu'une fausse opposition est plus dangereuse qu'un vrai dictateur parce qu'elle donne au peuple l'illusion de l'alternative, alors qu'en réalité, rien ne bouge. Tu crois voter contre eux, mais tu renforces le système. Et cela ne date pas d'hier. Dans bien des pays francophones, le pouvoir et l'opposition sont des ailes, des mêmes oiseaux, des ailes du même oiseau. Mais ce que l'Afrique attend, ce ne sont pas des acteurs politiques, ce sont des hommes et des femmes qui préféreront perdre un siège plutôt que de vendre son peuple. Et toi, dans ton pays, l'opposition que tu attends, parle-t-elle pour toi ou pour elle-même? Ici, on ne parle pas pour détruire les résistants. On parle pour rappeler que toute résistance doit d'abord être digne. Partie 10. La diaspora divisée. 10e chaîne invisible, la diaspora divisée. Elle est nombreuse, elle est instruite, elle est puissante, mais elle est fragmentée. Chaque année, l'Afrique francophone perd des milliers de ses meilleurs fils et filles. Ils partent pour étudier, travailler, fuir, survivre, et beaucoup ne reviennent jamais. Ceux qui reviennent seuls, fatigués, incompris ou rejetés. Et entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, une fracture s'est creusée. La diaspora regarde parfois les locaux avec condescendance. Les locaux regardent la diaspora avec suspicion. Et au milieu de ces malentendus, les vrais ennemis avancent. La diaspora est puissante, mais elle parle rarement d'une seule voix. Chacun dans sa ville, son cercle, son agenda, son petit projet isolé. On crée des associations, des think tanks, des conférences, des chaînes YouTube, mais combien collaborent réellement? Combien se parlent? Combien s'écoutent? Et pourtant, la diaspora devrait être notre avant-garde, notre bouclier extérieur, notre cerveau distribué, notre banque, notre expérience, notre lobby planétaire. Mais au lieu d'être notre force internationale,
Elle est souvent utilisée comme un instrument de propagande, comme caisse de résonance du pouvoir ou comme variable d'ajustement. Elle manifeste à Paris, mais elle vote rarement là-bas. Elle crie sur Facebook, mais elle n'investit pas sur le terrain. Et ce n'est pas une insulte, c'est un appel. Parce que l'Afrique a besoin de toutes ses forces. Celles d'ici, celles de là-bas. Et toi qui m'écoutes depuis l'extérieur, t'es battu encore pour l'intérieur? Ou as-tu fermé la porte derrière toi? Ici, on ne parle pas pour blâmer ceux qui sont partis. On parle pour rassembler ceux qui ont compris. Partie 11. La mémoire effacée. 11e chaîne invisible. La mémoire effacée. Elle ne pèse rien. Elle ne fait pas mal, mais elle tue lentement. Elle tue les racines, elle tue les repères, elle tue l'honneur, elle tue l'avenir. L'Afrique francophone a subi l'une des histoires les plus brutales du siècle dernier. Colonisation, trahison, pillage, génocide, diktat, traité secret, coup d'État par procuration. Mais qui s'en souvient? Qui l'enseigne? Qui l'écrit? Qui la transmet? Nos manuels scolaires racontent les conquérants, mais pas les résistants. Nos journaux célèbrent les présidents, mais ignorent les martyrs. Nos universités étudient la gouvernance, mais pas les pactes coloniaux encore actifs. On nous a appris à être fiers de l'indépendance, mais on ne nous a jamais expliqué pourquoi. Elle n'a jamais vraiment eu lieu. Et pendant ce temps, les archives disparaissent, les témoins meurent, les commémorations s'épuisent et l'oubli devient politique d'État. Un peuple sans mémoire est un peuple sans défense. Parce qu'il recommence ce qu'il n'a pas reconnu, parce qu'il pardonne ce qu'il n'a jamais été confessé, parce qu'il souffre sans comprendre pourquoi. Regarde autour de toi. Les rues portent encore des noms de colonisateurs. Les lois obéissent encore aux logiques d'empires disparus. Les banques centrales, les systèmes juridiques, les traités portent toujours les chaînes du passé. Et toi, tu vis comme si tout cela n'avait jamais existé. Mais tu ne connais pas ton passé. Tu seras manipulé dans ton futur. Et si tu ne pleures pas, t'es mort. Alors d'autres viendront les faire mourir pour une deuxième fois. Et cela, c'est dans l'oubli. La mémoire est une arme. Et ceux qui veulent t'affaiblir commencent par t'effacer. Et toi, que sais-tu vraiment de ton histoire? Qui t'a raconté les faits? Qui t'a appris à douter? Qui t'a montré où sont les cicatrices? Ici, on ne parle pas pour glorifier le passé, on parle pour l'honorer et pour ne plus jamais être des prisonniers. Conclusion finale. Les chaînes sont nommées, mais les revenus. Nous les avons nommées 11 chaînes, 11 prisons silencieuses, 11 pièges sans gardien, mais avec des millions de captifs. Une langue piégée,
qui nous fait penser comme l'Empire. Des ressources contrôlées qui enrichissent tout sauf nous. Des institutions humiliées qui obéissent mais ne servent plus. Une culture inversée qui célèbre ce qui nous efface. Une foi manipulée qui bénit l'injustice au lieu de la combattre. Une élite déconnectée qui gouverne sans voir ni sentir. Une jeunesse désorientée, pleine de feu mais sans direction. Une conscience piratée, programmée par des écrans qui dictent les rêves. Une opposition complice qui joue à perdre pour mieux garder sa place. Une diaspora divisée, brillante mais brisée, éloignée mais nécessaire. Et enfin, une mémoire effacée, un oubli stratégique, un peuple sans miroir, sans passé. Et donc, sans avenir. Voilà pourquoi l'Afrique francophone ne gagne pas. Voilà pourquoi, malgré nos richesses, nos talents, notre énergie, notre foi, nous restons à genoux. Mais voici ce que personne ne vous dira. Aucune de ces chaînes n'est invincible. Elles tiennent parce qu'on ne les voit pas. Elles tiennent parce qu'on ne les nomme pas. Elles tiennent parce que nous les acceptons. Mais aujourd'hui, nous les avons vues, nous les avons dites. Et à partir de maintenant, nous ne pouvons plus faire semblant. La libération commence là où le mensonge meurt. Et ce mensonge, c'est de croire que rien ne peut changer. C'est de penser que nos chaînes sont éternelles et ne le sont pas. Mais notre silence, lui, peut l'être. Alors je te pose une question, une seule. Laquelle de ces chaînes portes-tu encore? Et es-tu prêt à en briser une, ne serait-ce qu'une aujourd'hui? Parce que si tu le fais, tu ne seras plus seulement un spectateur, tu deviendras un veilleur, un libérateur, un passeur. Afrique sans masque n'est pas une chaîne YouTube. C'est un cri, un réveil, un rendez-vous, un appel pour ceux qui n'ont plus peur de voir. Abonne-toi, commente, partage, mais surtout raconte, résiste et reconstruit. Parce qu'ici, on ne parle pas pour faire du bruit. Ici, on parle pour briser le silence. Afrique sans masque vous dira ceci. L'Afrique n'a pas besoin des héros ou encore des héros. Elle a besoin des témoins lucides et des bâtisseurs libres. Merci de nous avoir suivis. C'était la voix de Odon Boulamba. C'est sur cette note que je vais vous quitter, vous souhaitant une meilleure matinée, un bon après-midi ou encore une meilleure soirée. Que Dieu vous bénisse. Demain encore à la même heure, au même moment. Merci et au revoir.